En vous baladant dans les expositions, les musées, les foires d'art, les galeries, vous êtes-vous déjà posé cette question? Aimerais-je détenir cette œuvre? Aimerais-je la posséder, la voir chez moi? Et alors, est-ce que mon regard sur cette œuvre changerait? Vous me direz, c'est une question assez surréaliste, mais n'est-ce pas à moi, élevé par des surréalistes, de poser cette question et même peut-être de tenter d'y répondre? Des questions surréalistes, j'en ai toujours posé, comme ici avec Jacques Prévert et Pablo Picasso, et pourtant je n'ai que 3 ans et demi. Il faut dire que quand on est élevé par des surréalistes et qu'on a comme grand-père un visionnaire comme était Aimé Mag, et comme oncle, en guise d'oncle, aussi bien des André Malraux, Jacques Prévert, Chagall ou Giacometti, et Yves Montand et tant d'autres, ça nous donne une force et une audace évidemment incroyables. Mais ces génies ne m'ont pas seulement transmis un petit peu de leur savoir, ils m'ont appris surtout à aimer l'art et à aimer l'histoire de l'art, que l'art se déroule. En fait, l'art, ce qu'ils m'ont dit, est sans cesse en mouvement. Il bifurque, prend des chemins de traverse, peut prendre des autoroutes ou des sentiers vraiment quasi inconnus. Mais il avance, toujours, toujours, toujours. Inexorablement, il avance, se nourrissant de toutes les innovations. Mais que serait l'art sans partage? Mon grand-père, pour offrir, pour partager ses goûts, ses découvertes artistiques, pour partager avec le plus grand nombre, a fait sa propre fondation, au Soleil de Saint-Paul-de-Vence. Aidé en cela par ses amis artistes, le premier d'entre eux, Georges Braque, puis Giacometti, Calder, Chagall, tant d'autres, et bien sûr Miro. Miro qui, en déployant son labyrinthe à la Fondation, a doté cet endroit déjà assez exceptionnel, a doté la Fondation d'un jardin-musée. Miro est sans doute celui qui m'a le plus appris. Il m'a montré la nature, le rapport de l'art et de la nature. Il aiguisait ma curiosité, me poussant même à toujours poser des questions, toujours et encore davantage, comme je suis en train de le faire là, sur cette photo. C'est en 1966. Et je crois que son regard bienveillant et je peux dire attendri sur moi en dit long, et de notre complicité et du sens du partage. C'est sans doute grâce à lui que j'ai cet appétit de découverte artistique bien sûr, mais aussi de toute forme de modernité, y compris technologique. Et les artistes et Miro m'ont appris une chose vraiment fondamentale, il faut regarder devant soi, loin devant. Et c'est en faisant cela qu'aujourd'hui je peux affirmer que nous vivons les prémices d'une révolution dans le monde de l'art. Et ce grand bouleversement, ce chambardement, vient des NFT. Alors qu'est-ce que c'est les NFT? Et puis, quand ce mot est-il rentré finalement dans notre langage courant? C'est très récent. Mars 2021, quand Beeple, un artiste, en fait Mike Winkelmann, a une de ses œuvres qui le fait connaître mondialement. Pourquoi? Parce que cette œuvre est vendue sur la blockchain l'équivalent de 69 millions de dollars. C'est un chaos sur la planète. Tous les médias en parlent, que ce soit de la presse féminine ou de société ou politique ou audiovisuel, TV, radio, tous ont couvert l'information. Souvent en ne sachant pas exactement ce que sont les NFT. Alors je crois que quelques explications sont quand même nécessaires. Les NFT, Non-Fungible Token, sont des actifs détenus d'une façon unique sur la blockchain. C'est un peu compliqué à comprendre, mais on va s'y faire. Ce sont des éléments cryptographiques, virtuels, et ils ont des codes uniques, cryptés bien sûr, pour par exemple le titre, l'année, la signature.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la blockchain permet de créer des sortes de certificats, actes de propriété, actes uniques, cryptés, donc non falsifiables, et que ce certificat est attaché à un bien. Le bien peut être un bien immobilier, un nom de marque, un nom de domaine, des objets d'art et bien sûr des œuvres d'art. Donc ce qu'on appelle un NFT art, c'est en réalité un certificat attaché à une image. Mais ça veut dire que le certificat est détenu par une seule personne, alors que l'image est accessible à tous. Alors peut-être vous n'avez pas compris mes explications un peu techniques. Alors je vais vous parler du premier NFT, ce que moi je considère comme le premier NFT. Alors voyons voir, sa date de création, il y a débat sur la date de création, mais on peut la fixer à peu près à 1516. Oui, je dis bien 1516. Alors pourquoi est-ce que moi je considère que c'est le premier NFT? Parce que la comparaison, finalement, entre les deux, prouve que c'est exactement le même système. À chaque fois que je prononce le mot NFT, on me rétorque « spéculation de milliardaires ». Oui, mais infiniment moins que ce qu'a fait François Ier avec Léonard de Vinci. Le jeune roi, il a 22 ans, veut prouver à l'Europe qu'il est le plus puissant, le plus riche, et le plus au fait de toutes les nouveautés, y compris scientifiques ou artistiques. C'est ainsi qu'il fait venir Léonard de Vinci en 1516 en France, et Léonard deviendra un artiste officiel pour la cour du roi François Ier. Il va terminer Mona Lisa au Clos Lucé, c'est-à-dire en France, et le roi va acheter cette œuvre et la faire rentrer dans les collections royales. C'est d'ailleurs aussi, j'en profite pour vous expliquer, pour vous dire, que c'est à ce moment-là que le marché de l'art a été créé. Pourquoi? Parce qu'auparavant, seules quelques reliques et antiquités étaient vendues, mais l'art contemporain, ce qu'on appelait l'art contemporain déjà, était en fait issu de commandes et ne quittait plus, une œuvre ne quittait plus ou son commanditaire ou le lieu pour lequel elle avait été créée. Alors que là, Mona Lisa est achevée en France et le roi l'achète à Léonard. On peut dire que c'est un super investissement. Vous vous rendez compte? Depuis toutes ces années, ce qu'a rapporté Mona Lisa à la France. Et en plus, en faisant ça, François Ier a fait en sorte que sur les 15 peintures dont la paternité de Léonard n'est pas contestable, eh bien 6 d'entre elles sont en France. Sacré investissement, et qui rapporte encore aujourd'hui. Alors on va faire un autre comparatif avec justement les NFT. L'image, elle est immédiatement identifiable. On la reconnaît tout de suite, mais comme les NFT, il y a une identité très forte. Mona Lisa, tout le monde la reconnaît, y compris les gens qui ne sont pas venus au Louvre. Quant à son créateur, ça c'est mon clin d'œil, c'était un artiste, mais c'était aussi un technicien, un scientifique absolument exceptionnel. Alors le plus important, c'est le propriétaire. Finalement, qui est le propriétaire de Mona Lisa? Alors certains vont dire le Louvre, mais le Louvre n'a pas de collection. C'est la France. La France, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire beaucoup de choses, mais en tant que propriétaire, ce serait comme finalement un fonds d'investissement. Donc la France détient Mona Lisa, mais Mona Lisa est accessible à tout le monde, comme un NFT. Une seule personne le détient, mais il est accessible, l'image est accessible à tout le monde. Elle pourrait même être vendue, Mona Lisa, et peut-être rester au Louvre pour autant. On s'en fiche. Moi, je m'en moque de qui est détenteur de Mona Lisa. Donc, si on extrapole ça, je considère que les NFT sont peut-être une porte fabuleuse pour une totale démocratisation de l'art, et même un accès gratuit à l'art. Le partage, je parlais tout à l'heure du partage, c'est vraiment ça, on est en plein dedans. Alors, je vais lister un petit peu ces avantages extraordinaires avec un comparatif toujours avec notre chère Mona Lisa. Les NFT sont consultables par tous, via le web et des plateformes aussi bien OpenSea, Super Rare, il y en a toute une sorte, alors que le Louvre est payant. L'intemporalité.
Pour aller au Louvre, il faut respecter et des jours d'ouverture et des horaires. Tandis que le web est accessible n'importe quand, au milieu de la nuit, et puis mondialisation, universalité même, je dirais. Car où que l'on soit, il suffit d'une connexion Internet pour avoir accès à tous les NFT que l'on veut. Donc il y a vraiment presque un plus. Et le plus encore qu'apportent les NFT, c'est que l'œuvre, elle a été créée sur un ordinateur. Et elle est visible sur un ordinateur. Donc on n'a pas de déperdition. Alors que Mona Lisa, qui a vu Mona Lisa de près? Et puis après tout, elle est à travers une vitre, comme un écran d'ordinateur. Alors c'est peut-être un peu outrancier ce que je fais, mais réellement, il faut se détacher finalement de notre système un peu conventionnel, de qui détient l'œuvre, qui ne la détient pas. L'important, c'est d'y avoir accès. Et puis alors voilà une chose merveilleuse. On peut se créer son musée imaginaire. On collecte toutes les images que l'on veut, on n'a pas besoin de les détenir, on n'a pas besoin d'avoir ce fameux document, pas document d'ailleurs, ce fameux certificat unique. On constitue sa collection. Comme Malraux avait fait son musée imaginaire, finalement il ne l'a monté qu'une seule fois, car tout le reste n'était qu'à travers des photographies ou des documents. Alors que là, on se constitue chacun son musée. Et puis alors il y a un plus qui est très important, c'est la transparence du marché. Car toutes les œuvres qui sont sur la blockchain, donc qui sont des NFT, quand elles sont mises sur la blockchain, on voit à quel prix elles sont mises et toutes les transactions successives. Ce qui fait qu'un artiste contemporain, automatiquement c'est un artiste contemporain puisqu'il est sur la blockchain, va voir tout l'historique de son marché. C'est finalement que l'offre et la demande qui va créer le prix. Alors, est-ce que ce n'est pas réellement ça, l'avènement de l'art pour tous? Il est moins cher aujourd'hui d'avoir un smartphone que de venir au Louvre voir Mona Lisa. Donc on a un accès totalement gratuit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la blockchain, alors qu'il y a beaucoup de NFT, comme je disais, qui peuvent représenter des biens aussi bien immobiliers ou quoi que ce soit, eh bien là représente déjà 20% des NFT de la blockchain. Alors, vous me direz, est-ce que les NFT vont détrôner le monde de l'art, vont mettre au rencard l'art que je pourrais qualifier de conventionnel, comme la peinture par exemple? Alors l'histoire de l'art, heureusement, nous a déjà montré que plusieurs pistes, plusieurs routes, plusieurs voies sont possibles en même temps. Je prends l'année 1914. Monet peint l'immense chef-d'œuvre que sont les Nymphéas, 2 mètres de haut sur 91 mètres de long. C'est un monument de l'histoire de l'art. Il est incontournable, 1914. Pourtant, la même année, un autre artiste français décrète qu'un porte-bouteille qu'il vient d'acheter au bazar de l'Hôtel de Ville est une œuvre d'art. Et le porte-bouteille de Duchamp, en 1914, devient un monument de l'histoire de l'art. Il sera suivi d'ailleurs par beaucoup de ce qu'il aura appelé des ready-made, c'est-à-dire des objets qui étaient déjà faits et qu'il hisse au rang d'œuvre d'art. Or aujourd'hui, l'histoire de l'art conserve les deux. Aussi bien une image, on va dire plutôt classique, comme les Nymphéas, que le porte-bouteille de Marcel Duchamp. Donc gardons ces deux voies. Il y a quelques artistes qui d'ailleurs, très tôt, ont utilisé le digital pour concevoir des œuvres. Et pourtant, ce sont des peintres. Je prends comme exemple un artiste japonais, Aki Kuroda, qui vraiment est ancré dans la peinture. Son atelier, c'est vraiment presque quelque chose d'assez conventionnel. Et pourtant, dès l'an 2000, il a conçu une exposition digitale 100% virtuelle. Rien de cette exposition n'a jamais existé. Ni les sphères, ni l'endroit, ni les murs, ni le plafond, les reflets dans les sphères, tout ça est digital. Tout ça a été créé. Alors peut-être un jour on le mettra sur la blockchain. Il y a bien sûr, outre Aki Kuroda qui fait des créations digitales, beaucoup d'artistes qui maintenant sont passés sur
la blockchain et qui crée spécifiquement des œuvres pour les NFT. Les sujets sont très vastes et même souvent certains sont issus de l'illustration et justement mettent au niveau d'œuvres d'art des créations tout à fait spécifiques que l'informatique permet. Beaucoup de choses en pinceau ou crayon ou quoi que ce soit ne permettraient pas. Non seulement en image fixe, mais également en image animée. Alors parmi ces artistes, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a beaucoup. Ceux que je cite sont déjà rentrés, on va dire, dans une sorte de panthéon déjà d'artistes reconnus. CryptoPunk, alors CryptoPunk c'est un studio, vous voyez, c'est même pas un seul artiste, c'est un studio qui, dès 2017, a créé presque 10 000 petits personnages, mais un studio au même titre qu'on pourrait dire le studio de Raphaël à l'époque, ou le studio de Léonard de Vinci. Et donc, lui, c'est vraiment l'artiste studio CryptoPunk est un des phares des NFT. Également Akatao, très important. Android Jones, on voit bien qu'il y a tout le côté science-fiction et anticipation, avec des œuvres extrêmement détaillées, parce qu'en plus, l'avantage d'un ordinateur, donc d'une image digitale, c'est qu'on va pouvoir zoomer sur un détail. Donc ça donne des images absolument merveilleuses. Je cite également Marc Inducil, qui fait beaucoup de vidéos, également ce qu'on appelle des GIFs, c'est-à-dire des petites vidéos très courtes qui sont à peine animées, qui reviennent en boucle, mais aussi des vidéos plus longues et qui n'existent, on est bien d'accord, que sur la blockchain. Et bien sûr, Beeple, qui a fait parler de lui avec cette vente record, et qui a toute une partie qui est très politique, mais également beaucoup d'anticipation et de choses comme ça. Vous voyez, les expressions et les styles sont d'une richesse absolument infinie. Je suis absolument persuadée que les deux expressions conventionnelles, dessin, peinture, installation, sculpture bien sûr, photographie, vont continuer à exister. Moi j'ai un plaisir immense à en avoir chez moi évidemment, et pourtant je me constitue une collection uniquement de NFT. Donc ayons des œuvres chez nous, ayons des œuvres sur un ordinateur. Vous voyez, c'est absolument passionnant. Et moi je suis passionnée par ça. Il faut dire qu'il y a une règle, j'ai une règle dans ma vie, ou du moins une phrase qui me colle toujours. Dans l'art, comme dans la vie, tout ce qui ne me passionne pas m'ennuie.